que j'ai toujours préféré chez Led Zepp, c'est leur misogynie. Pas celle des dandy rock de la fin des années 60, des petites crapules blondinettes à la Brian Jones, plutôt celle des seigneurs de guerre moyenâgeux, assoiffés de sexe, arborant rivières de bijoux, colifichets et tenues de scène rutilantes. Durant ma basse adolescence, par une confusion dont l'absurdité poétique est l'apanage de cette période de la vie, j'avais mélangé John Bonham, batteur du groupe, et John Boorman, réalisateur d'Excalibur. Il m'avait suffi de quelques lettres pour faire décoller mon imagination de mystificateur. Les deux hommes furent ainsi longtemps dans mon esprit la même personne, et, pour cette raison, Led Zeppelin et les Chevaliers de la Table Ronde ont toujours formé, dans une zone floue de ma conscience, une curieuse entité commune, monstre hybride né du grain de la Kodak Eastman 5247, pellicule ayant défini tout un pan de l'esthétique des 80s, et d'une charge électrique comme seuls les années 70 en ont produit. Cette lecture du mythe d'Arthur, à la fois violente, sexuelle et hallucinée, se télescope avec la bande-son du quatuor anglais, alliage luciférien du cool cosmopolite du Grand Londres dont étaient issus Jimmy Page et John Paul Jones, au Midland de l'Ouest où Robert Plant et John Bonham avaient grandi, une zone minière, sidérurgique, vibrant au rythme des coups de marteau, chauffée par la laine des fours devant lesquels les gosses avaient pour habitude de détourner le regard parce qu'ils craignaient d'y surprendre le diable. Par quel miracle cosmique, par quelle étrange cabale, quel sortilège flottant dans le brouillard, l'air impur et charbonneux de cette Angleterre de la fin des années 60, ces quatre génies ont-ils atterri autour de la même table ronde ? Mystère. Ce canevas, que j'ai tissé en écoutant leur musique au fil des décennies, est un royaume où les princesses portent des couronnes de fleurs, ont le regard vaporeux des hippies rongés par la drogue, les MST, et côtoient des magiciennes adultères. Elles s'enveloppent dans des robes dont la gaze transparente dissimule mal leur nudité et se font enlever par des chevaliers aux mains baladeuses, puant le sexe et la transpiration sous leurs armures étincelantes. Ce petit monde, ce plateau de jeu de rôle dont je suis le maître des jeux, est un donjon et dragon interdit aux moins de 16, viriliste, païen, peuplé de victimes, des jeunes groupies californiennes aux yeux de biche et de prédateurs sexuels à double manche ou pédale. Mais le Camelot de Led Zepp n'est pas recouvert de forêts émeraudes ni de châteaux éclairés par des lampes à arc. C'est un espace orgiaque, écarlate plus proche de l'abîme dépeint par Kentaro Miura. Un délire visuel et sonore où se répondent sortilèges électriques signés Page, coup de tonnerre mobydickien de Bonham, celui-là, même son nom fait boum et évoque quelque chose de dantesque. Un peu en retrait, à l'ombre des monolithes, crachant leur sabbat, John Paul Jones, dont certains affirment qu'il était le meilleur musicien du groupe. L'écuyer irréprochable qui fait chuchoter sa basse comme la pluie sur les braises. Et enfin, au milieu de tout ce capharnaüm, Robert Plant, sorte de roi fou à l'outrecuidance pris à pic, androgyne et dont la crinière blonde flotte tel un oriflamme, un griffis sans son armure mais une bête de sexe lui aussi, au sens premier cette fois, les lecteurs de Berserk comprendront. Cette filiation avec un Moyen-Âge fantasmatique n'est pas le fruit de ma seule confusion. Enfant, Robert Plant visita nombre de ruines avec ses parents, et ses visions enchanteresses de châteaux jouxtant des collines, de forêts plongées dans la brume, vinrent illustrer sa lecture du Seigneur des Anneaux. Sorti dans les années 50, le chef-d'œuvre de Tolkien connaissait un boom de popularité 10 ans plus tard, favorisé par l'émergence des contre-cultures, hippies notamment, ainsi que sa parution au format poche. Ce livre, Plant déclara souvent qu'il l'avait inspiré pour l'écriture de certaines chansons du groupe. On en trouve des traces dans Ramble On, sorti sur leur album numéro 2 fin 69, où il évoque le Mordor et même le personnage de Gollum.
Misty Mountain Hope, quant à elle, s'inspire d'un rassemblement en faveur du cannabis organisé à Hyde Park en 68, mais son titre est une allusion directe aux montagnes de brume et son célèbre col de Caradras que la communauté de l'anneau tente de franchir avant de se résigner à passer par les mines de la Moria. Ce goût pour le médiévalisme est aussi la conséquence directe de l'intérêt que portait Plant aux cultures celtiques, lequel lui venait peut-être des séjours réguliers qu'il effectua avec ses parents au Pays de Galles, où des amis leur prêtaient un cottage du XVIIIe, paumé au milieu de nulle part. En 1970, exténué par leur tournée américaine, il proposa à Page d'aller s'y ressourcer ensemble. La maisonnette ne disposant pas d'électricité, ils n'amenèrent que des guitares acoustiques. La parenthèse deviendra une charnière dont naîtront plusieurs morceaux de leur album à venir, Led Zeppelin 3, peut-être leur disque le plus mélancolique, et dont un morceau a d'ailleurs été écrit en hommage au chien de Plant, Strider, nommé ainsi en référence à Aragorn dont il s'agit de l'un des nombreux surnoms, devenu Grandpa en version française. Yeah, ce morceau s'intitule Brown Hair Stomp, du nom du cottage qui avait été baptisé lui-même Brown Hair House. Colline d'or en gallois, peut-être pour décrire l'embrasement des collines sous le soleil après le passage de la pluie. Autre allusion directe à l'œuvre de Tolkien dans le morceau Battle of Evermore et la mention des Ringwraiths, en français les spectres de l'anneau. Outre sa mandoline lancinante qui prend des airs de luth moyenâgeux, j'affectionne particulièrement ce titre parce qu'il est à la source d'un autre de mes glissements sémantiques. Cette fois, c'est un mot qui m'a fait décoller. Evermore est le souvenir de cette double page d'un magazine de jeux vidéo de mon enfance où il s'étalait pour faire la pub, je crois, d'un jeu de rôle japonais. En me relisant, je suis soudain pris de méfiance, trop habitué à ce travers de mon esprit à déformer mes souvenirs pour les accommoder à mes textes. Fébrile, je tape Evermore jeux vidéo sur Google. Ça charge. J'écris cette chronique un week-end à la campagne et la mauvaise connexion contribue à la dramaturgie. Suspense. Je crains que ma mémoire ne m'ait joué un tour. Mais non, le jeu existe bien. Il s'intitule Secret of Evermore, sorti en 1995 sur Super Nintendo. Le morceau, d'après nombre de biographes du groupe, aurait vu le jour durant une pause thé au coin du feu dans leur repère de Headleg Range, ancien hospice reconverti en manoir qui leur servait de retraite spirituelle, de lieu de répétition et même parfois d'enregistrement, popularisant cette lubie qui frappa de nombreux artistes par la suite, fuir la froideur aseptique des studios pour des lieux moins ordinaires et un peu plus chargés d'histoire. Je pense au manoir de Stargroves, acquis par Mick Jagger en 70, où les Stones enregistrèrent des parties de Sticky Fingers, Clearwell Castle, où Black Sabbath travailla à Sabbath's Bloody Sabbath, St. Catherine's Court, manoir élisabétain où Radiohead enregistra une bonne partie d'Ok Computer, et plus récemment Bon Iver avec sa petite cabane paumée du Wisconsin pour For Emma, Forever Ago. Faisant partie d'une génération qui accorde encore beaucoup d'importance à la notion d'album, d'un petit écrin de chansons formant un tout artistique, je les écoute toujours non pas au gré des fantaisies de l'algorithme Spotify, mais bien dans l'ordre prévu par le groupe, raison pour laquelle je suis très sensible aux enchaînements de morceaux. Celui de Battle of Evermore vers le suivant est justement l'un des plus beaux. Le point de montage est parfait, avec cette mandoline qui s'éloigne pour laisser place à l'un des arpèges de guitare les plus emblématiques. C'est simple, sans artifice, on a l'impression de tourner la page d'un beau livre de contes. Je m'arrête ici, en bas des marches. Je les ai déjà gravis. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce morceau ? Stairways to Heaven. Le Graal de tout musicien, une ode pour laquelle même un roi jouerait son royaume sur un coup de dé. Il s'érige au milieu du 4e album, projetant son ombre de chaque côté comme une montagne magique. Il faut en atteindre le sommet pour effleurer le soleil, 8 minutes d'ascension tout de même, avant de se laisser glisser sur l'autre versant.
Vous savez qu'un album est un classique quand des morceaux comme Black Dog, Rock'n'Roll ou encore Going to California, mon préféré du groupe, gisent en bas, attendant l'horreur à l'ombre du disque tel Gollum son anneau sous les Misty Mountains. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Stairways to Heaven aurait été écrit et composé en très peu de temps. 24 heures, affirment certaines légendes. Page et Paul Jones travaillant les cordes toute la nuit avant de les faire écouter au petit matin à Robert Plant, lequel s'enferma quelques heures pour accoucher des paroles dans ce qu'il décrivit comme une transe proche de l'écriture automatique. Cette genèse, tout aussi incroyable, ne m'a jamais surpris. Pour déterrer un tel diamant brut et forger ce genre d'anneau unique, il faut l'avoir fait sans même y songer, c'est-à-dire par pur instinct créatif. She's buying a stairway to heaven. Quand on me demande si je suis team Beatles ou Rolling Stones, je réponds toujours Led Zepp. Lennon, McCartney, leur côté plaisantin sous acide m'a toujours rebuté. Quant aux Stones, je réserve leur insouciance mondaine à mes débuts de soirée, histoire de me mettre dans l'ambiance. Mais au retour, quand j'entre vers 3h du mat, souvent ivre, parfois seul, traversant un Paris fantomatique sur mon petit scooter électrique impeccablement silencieux, c'est toujours à Led Zepp que je réserve les faveurs de la nuit. Parce qu'ils sont pour moi les seuls à avoir su créer une mythologie où je puisse m'évader pour 30-40 minutes, durée moyenne de leurs albums, qui matchent parfaitement à la plupart de mes trajets nocturnes. Led Zeppelin est un groupe de roturiers adoubés chevaliers. Bonham était un apprenti charpentier qui changeait toutes les semaines de groupe, un mercenaire qui rayait leurs noms les uns après les autres sur la caisse de sa batterie, idem pour Plant qui, après avoir plaqué l'école, bossa sur des chantiers routiers, voguant d'un groupe à l'autre avant d'être embrigadé, une bonne fois pour toutes, dans la troupe du faucon que fut Led Zepp et dont Page et Jones étaient à l'origine. Ces deux-là, quant à eux, étaient des petits rats de studio, disciplinés, besogneux, composant et arrangeant pour les autres, avant de sortir enfin des rangs pour connaître à leur tour la gloire et obtenir leur vengeance sur le monde, arracher l'épée à sa pierre. Lorsqu'il rejoignit Yardbirds, ancêtre de Led Zeppelin, Jimmy Page se vit offrir une Fender par Jeff Beck, gratte qu'il baptisa Dragon. En 2025, Page déclara dans une interview que c'était la guitare qui avait accompli tout le voyage, un peu, je cite, comme une célèbre épée mythique. Son nom ? Excalibur.